Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. On vous retrouve avec les top et flop de ces derniers mois et on va commencer avec les séries Canal. On a pas mal de trucs parce qu'on a regardé pas mal de trucs. On a terminé Engrenage, donc il y a 8 saisons, du coup ça nous a pris quand même un petit peu de temps, mais c'était très très bien. Donc c'est une série policière française du coup. À chaque saison on a une grosse histoire à résoudre tout au long de la saison. Et on a beaucoup aimé, c'est hyper bien, les personnages sont hyper attachants, notamment le personnage de Gilou, beaucoup aimé Gilou, qui est un peu sur la corde, il flirte un peu avec le monde des méchants. Et par contre, ce qui est parfois un peu difficile, c'est que c'est une série où ils n'ont pas peur de tuer des personnages. Et où donc des fois il faut dire au revoir à des gens, et alors qu'on n'avait pas prévu, et waouh, c'est... Les scénaristes sont sans cœur. On a eu quelques chagrins au cours de la série. On va pas en dire plus, on va pas spoiler, mais il y a des persos attachants qui malheureusement vont décéder. Ils ne font pas les 8 saisons. Ils font pas tous les 8 saisons, alors que c'est pas des personnages de second plan qui décèdent. Donc il y a un petit côté Game of Thrones en quelque sorte. C'est vrai, ouais. Alors c'est pas une série à la NCIS avec des moyens de fou, des moyens techniques dans tous les sens, des trucs invraisemblables. Là ça se passe en fait à la police judiciaire dans Paris et bon, il y a des fois on dirait limite un documentaire sur la police, tellement c'est bien fait. Ça va plutôt parfois mettre en scène le manque de moyens ou le côté un petit peu débrouille que les policiers dans ces unités-là doivent mettre en œuvre pour arriver à faire leur boulot et à boucler leurs enquêtes. Moi, il y a juste un truc que je regrette, c'est que sur la première saison, il y avait un méli-mélo d'affaires. En fait, il y avait une grosse affaire qui prenait toute la saison. Et ensuite, il y avait plein d'autres petites affaires, donc certaines qui étaient résolues sur un épisode, d'autres sur 2, 3, 4 épisodes. Et ça, en fait, il n'y a que dans la saison 1 que c'est comme ça. Après, sur donc les saisons 2 à 8, on n'a qu'une seule affaire. Et bon, je pense que la réalité, le quotidien des policiers, c'est quand même de travailler sur plusieurs affaires en même temps. Donc, sur la d'ailleurs, saison, à chaque saison, tu m'as rappelé que tu regrettais qu'il n'y ait plus toutes les petites affaires, ça. Effectivement, tu étais très très déçu. Parce que ça faisait partie du côté un peu réaliste, c'est la vie des policiers à Paris, quoi. Ensuite, on a regardé D'argent et de sang. C'est la série qui est inspirée du scandale de la taxe carbone et donc de l'équipe qui a monté cette arnaque en France pour détourner de la TVA sur les transactions, les reventes de droits pollués dans le cadre de la taxe carbone. On avait regardé le documentaire sur Netflix il y a quelques temps, donc on est un petit peu... On avait parlé dans les top et flop. Absolument, c'est tout à fait vrai, tout à fait. Et donc le documentaire Netflix déjà donnait l'impression que c'était quasiment une fiction parce que les personnages qu'on trempait là-dedans sont vraiment rocambolesques. Et donc on retrouve un petit peu ce côté-là dans la série. On voit qu'il y a des choses qui ont l'air assez romancées, mais on sait aussi que l'histoire de base est assez dingue. Donc finalement, on l'a regardé avec plaisir. La série n'est pas finie, on attend la suite. Oui, il y a la première partie là qui est sortie et la deuxième partie sort, je crois que c'est au mois de janvier, donc c'est bientôt. Et par contre, les personnages n'ont pas le même nom que les vrais malfaiteurs, que les vraies personnes qui ont trempé là-dedans. Mais on reconnaît bien, par contre, quand on a vu le docu Netflix, on reconnaît tout de suite qui est qui. Et il y a un petit disclaimer au début de chaque épisode qui dit que c'est une fiction, que c'est inspiré de faits réels, mais que c'est pas un docu-fiction, quoi, que c'est vraiment une fiction pure. Bon, on reconnaît quand même certains éléments par rapport à ce qu'on avait vu dans le documentaire, quoi. La trame globale, la séquence des événements est respectée. Après, c'est sûr que ce qui est mis en scène, les dialogues, les circonstances exactes qui sont racontées, forcément ils doivent prendre des libertés et tout, mais on retrouve quand même bien l'esprit de ce fait divers qui était assez hallucinant quand même. Et pour la distribution, parce qu'il y a quand même deux grosses têtes d'affiche dans cette série, il y a Ramzy qui fait donc le rôle du petit malfrat qui a fait le détournement de TVA, et Vincent Lindon qui joue le rôle du flic. Et Vincent Lindon, alors là pour le coup, on a l'impression que c'est peut-être la partie la plus romancée dans les personnages. Son personnage n'est pas très intéressant, c'est un peu dommage d'avoir... Il a un personnage de mec droit et torturé comme il aime bien, voilà. Il a un rôle à la Vincent Lindon comme
Ouais, comme mais il je fait trouve souvent. que, en fait, il a un rôle qui est un peu larmoyant, quoi. Ouais, non, mais je trouve aussi, je trouve que ça en fait trop, du Voilà, côté de son personnage. Et puis ça apporte trop rien à l'histoire, donc le personnage est pas très bien ficelé par rapport aux autres, en fait. Par rapport aux autres protagonistes dans cette série. Et je pense qu'il voulait donner de l'épaisseur au personnage de l'enquêteur, et mais qu'ils l'ont fait de manière peut-être un petit peu maladroite, ou ça rentre un peu un coup de burin par-dessus le reste, en fait. Ouais. C'est dommage. Ensuite, on a regardé Vernon Subutex, donc là, il n'y a qu'une seule saison, donc c'était assez rapide. C'est avec Romain Duris, c'est une série qui est tirée du livre de Virginie Despentes, un livre très connu, Vernon Subutex, que nous n'avons lu ni l'un ni l'autre, donc du coup on connaissait pas du tout l'histoire. Et c'était vraiment pas mal au final. Alors le premier épisode on était un peu dubitatif et puis en fait on s'est complètement laissé prendre dans cette histoire. Donc en fait c'est l'histoire d'un disquaire donc, qui est joué par Romain Duris qui s'appelle Vernon Subutex. Il est expulsé de son appartement et il passe la nuit avec un copain musicien et son copain fait une overdose pendant la nuit. Et il a tourné en fait pendant la nuit des cassettes, un espèce de témoignage, voilà. On sait pas trop ce qu'il y a dessus, on comprend qu'il y a des choses un petit peu compromettantes pour certaines personnes, voilà, on n'en dit pas plus. Il y a une intrigue qui se met en place à partir de ça. On va pas trop révéler. Et ça tourne autour du personnage de Romain Duris qui est complètement déphasé par rapport à ce qui se passe et qui lui est juste un mec, un ancien disquaire au chômage qui vient de se faire expulser, qui cherche des expédients pour vivoter, qui reprend contact avec d'anciens amis qu'il n'a pas vus depuis hyper longtemps et tout. Et c'est un personnage assez triste qui s'enfonce progressivement dans une forme de dépression, de folie. Ensuite, on a regardé un film sur Amazon qui s'appelle 13 vies. Qui raconte en fait un fait divers qui a eu lieu il y a quelques années, peut-être une dizaine d'années maintenant, en Thaïlande. Une équipe de gamins, de jeunes footballeurs, mais des gamins d'un petit club, s'est retrouvée coincée en allant explorer une grotte par des inondations. Et il a fallu trouver tout un dispositif pour trouver où ils étaient, réfléchir à comment les faire sortir, etc. Avec une coopération internationale qui s'est mise en place autour de ça. Et donc le film raconte l'histoire de cette coopération et du sauvetage et des mecs qui ont eu l'idée et qui ont mis en œuvre une idée un peu folle pour arriver à sortir les gamins de la grotte. Alors, quand on a vu le fait divers, quand on se souvient du fait divers, on sait du coup comment le film va se développer. Moi j'en avais le souvenir. Mais moi je ne me rappelais plus du tout de ce fait divers, donc j'ai eu la surprise totale. Mais même quand on se souvient comment ça se déboucle, c'est bien réalisé, c'est assez haletant. Ah oui, puis c'est bien fait parce que le film est assez long, je trouve qu'il faisait plus de 2 heures, je sais plus exactement, 2h15, 2h30. On l'a pas vu passer. En fait, il trouve l'endroit où sont coincés les enfants. Au bout de quoi, peut-être 1 heure, enfin, on n'est même pas à la moitié du film et on se demande mais qu'est-ce qui va se passer tout le reste du film du coup. C'est quand même assez fou quoi, quand même, tout ce qui s'est passé, toute l'histoire du sauvetage quoi. On n'en dit pas plus, on ne vous spoile pas, mais voilà, c'était vraiment très bien comme film. Ensuite on va parler BD avec le 2e tome de Rogaton de Boulet, donc on vous avait présenté le premier tome, je crois que c'était l'année dernière, parce que c'était à peu près... ah non, l'année d'avant même, en 2021. Peut-être même en 2021, ouais. Il avait sorti le premier tome de Rogaton, donc en fait c'est des histoires courtes, c'est une compilation des posts qu'il fait sur Instagram, c'est bien ça? Oui, je ne dis pas de bêtises. Auparavant il postait ça sur son blog, mais enfin bref, c'est une compilation de posts. Et puis il y a aussi des petites histoires inédites qui sont sorties nulle part. Et moi j'avais adoré le premier tome, en fait je connaissais pas Boulet plus que ça, juste de nom comme ça, mais j'avais trop rien lu de lui. Et le premier tome de Rogaton m'avait fait mourir de rire, voilà, j'étais pliée en deux sur le canapé, Nico était mort de rire de me voir morte de rire. Et là le 2e tome est aussi très très drôle, alors j'ai moins cet effet de surprise du coup que j'avais eu avec le premier tome, mais franchement j'ai bien rigolé encore une fois, et c'est dans la même veine que le premier, mais on passe vraiment un bon moment à le lire. Ensuite, la partie culturelle des top et flop, bien oui, entendu. au moins, ouais. Oui. Donc avec la suite de notre cycle Fast and Furious.
Donc depuis les top et flop, nous avons vu Fast and Furious 2 et le troisième film, mais qui ne s'appelle pas Fast and Furious 3, qui s'appelle Fast and Furious Tokyo Drift. D'ailleurs, le 2 s'appelle Too Fast and Too Furious. C'est bien. Fast and Furious 2. C'est bien, tu as retenu. Tu vois, tu te cultives au fur et à mesure. Je me cultive, quelle culture. Oui, absolument. Alors, est-ce que tu as aimé Fast and Furious 2, Valérie, Too Fast, Too Furious? Ni le 2 ni le 3, je sais pas lequel est le pire d'ailleurs, entre les deux. Non mais avoue, même toi, tu trouves que le 2 est quand même pas terrible. Non, le 2 est vraiment pas ouf. Franchement, le scénario il est tout nul quoi, ça tient sur un post-it, même pas un demi-post-it. Non. T'es un petit peu dur, il y avait quand même plus de papier que ça dans le script, je pense. Mais c'est vrai que c'est encore le moment où c'est pas encore une grosse franchise et le. Il n'y a pas Vin Diesel. Oui, déjà, il n'y a pas Vin Diesel. Il y a pas Vin Diesel. Il y a Paul Walker, mais il n'y a pas Vin Diesel. Mais Paul Walker qui fait un rôle de flic un peu. Enfin, bon. C'est nul. La saga se cherche encore au moment du deuxième film. On n'a pas encore trouvé la formule qui va faire recette et qui va vraiment amener la série jusqu'au 10e épisode qu'on connaît aujourd'hui. C'est encore une série qui se cherche et c'est vrai que le deuxième est pas le meilleur. Non mais surtout le scénario il est vraiment nul en fait. Enfin, on les rappelle pour une vieille enquête toute pourrie. Enfin. Bon, alors s'il fallait écarter tous les films avec des mecs qui se font rappeler pour des vieilles enquêtes, bon écoute, on n'irait pas souvent au cinéma. Il n'y a aucun intérêt, tu sais dès les 5 premières minutes du film tout ce qui va se passer, comment ça va se finir, non mais c'est vrai. Non mais c'est pas celui qu'on défend mieux. Même le premier, il y avait plus de scénario que ça quoi. Ce qui est intéressant après c'est de replacer ces films-là dans la progression de la saga et on reparlera du deuxième film quand on sera arrivé au bout des Fast and Furious et tu verras quelle place il trouve un petit peu dans la saga, dans la chronologie et la progression artistique de cette saga. Après, le troisième film, Tokyo Drift, je trouve qu'il a son petit charme. Il est assez à part. Mais alors, le troisième, il y a encore moins de scénario, mais par contre, c'est un peu plus graphique, on va dire. Je comprends qu'il est un petit succès entre guillemets. Mais ça se passe à Tokyo, t'as beaucoup de travail sur les lumières, t'as les scènes de conduite, il y a beaucoup de drift, donc de dérapage. Alors c'est genre la science du dérapage. Voilà, donc c'est le cœur du scénario, c'est que le type apprend à faire des dérapages pendant les 3/4 du film quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il y a encore moins de scénario que sur le 2. C'est juste que le scénario tient en une phrase. Le personnage principal apprend à faire des dérapages. Et quand on a un petit peu la culture manga, ça fait forcément penser en qu'il y a une inspiration du côté de la série Initial D dans les années 80 qui parlait exactement de ça, de courses de voitures dans la montagne et de mecs qui font les dérapages au millimètre et au micro-poil. Alors moi ça m'a plutôt fait penser au Rambo avec Dolph Lundgren où les 3/4 du film, on voit Stallone qui s'entraîne dans la neige à tirer des traits d'eau là, voilà. Ça me fait penser à ça. C'est une bonne référence. Non. Bon, et on verra sur le prochain film si j'arrive à te faire comprendre un peu mieux la subtilité de Fast and Furious. Ouais, parce que pour l'instant on en est à 3 et c'est quand même vraiment pas terrible quoi. Et en plus dans le 3 il n'y a pas Vin Diesel encore. Et non, mais oui, mais il revient à la fin. Mais il revient quand? À partir du 4? Non, à la fin du 3. À la toute fin du 3. Donc du coup, dans le 4, il y sera. Mais bien sûr, il sera de retour. Bah, oui, ne t'inquiète pas, il sera là. Voilà, c'était nos top et flop de ces derniers mois. Comme d'habitude, dites-nous en commentaire quels sont vos top et flop du moment et si vous connaissiez ce qu'on vous a présenté et ce que vous en pensez. On vous retrouve très vite dans les prochains jours, peut-être demain ou après-demain, pour le best-of des top et flop de 2023. Et puis voilà, à très vite. Bye bye. Ciao.